Salut Florent. Salut Nicolas. Ravi de recevoir Florent Fac, cofondateur de Pimento, donc dans Comptoiria. Florent, donc ça fait longtemps qu'on voulait faire cet épisode, mais ça y est là, vous avez vachement avancé sur votre produit. C'est la bonne occasion, c'est le début de 2024, donc je suis très content de te recevoir. Ravi d'être ici. Effectivement, ça fait longtemps qu'on échange et je suis très heureux d'être sur ce podcast que j'écoute très souvent. Merci, c'est super sympa, ben, c'est vrai. Écoute, moi j'ai suivi vos développements là, toute l'année 2023. Vous allez à la vitesse de l'éclair, c'est ce qu'il faut. Donc vous avez créé Pimento avec ton équipe, une solution d'IA générative qui permet d'aller de l'idéation à la quasi-production, donc sur des campagnes créatives, en passant par le mood boarding, avec des IA multimodales créatives, personnalisées, qui sont donc à la disposition des créatifs. C'est un méga projet. Je pense que c'est génial d'apporter une solution comme ça, clé en main, un petit peu on en parlait, une forme de Pinterest multimodal et personnalisé à ces agences, à ces créatifs, à ces marques qui en ont grandement besoin et qui vont pouvoir accélérer avec l'IA générative. Tu as très bien, très bien pitché, très bien résumé. Effectivement, on s'attaque vraiment à l'enjeu de la génération d'idées et de l'explicitation de ces idées, partant du principe qu'on vit dans un monde où les attentes, quelque part, de tout à chacun en termes de créativité, en termes de profondeur de créativité, sont de plus en plus importantes, ce qui demande à toutes les équipes créatives, qu'elles soient en agence ou qu'elles soient au sein des marques, d'avoir plus d'idées, de réussir à itérer, non pas plus rapidement, mais d'itérer plus, pour approfondir des idées, asseoir une cohérence de marque, asseoir une cohérence d'univers, aller plus profondément dans la déclinaison de ces univers pour se distinguer quelque part vis-à-vis de leurs concurrents. Et c'est là où Pimento les accompagne d'ores et déjà. Je pense que c'est génial parce que c'est sûr que pour l'instant, on a vu plein de cas d'usage évidents sur la productivité, de la performance. On voit plein de choses. On imagine des applications tout de suite dans des centres d'appel ou sur du traitement d'email, de la doc juridique. Mais il faut surtout pas oublier ces solutions d'IA générative qui permettent aussi de booster la créativité et vous êtes là pour ça. Toi, Florent, donc on se connaît depuis un moment, j'ai adoré échanger avec toi. Tu as travaillé aussi précédemment sur le Pass Culture, donc qui était quand même un grand succès Tout à avant de fait, ouais. monter Pimento. Ouais. Exactement. On est deux cofondateurs, donc Thomas et moi. Thomas avant a bossé chez Apple et chez Nabla, donc en IA dans la photo puisqu'il est passionné de photo à la base et ensuite dans la santé. Et moi, alors je n'étais pas entrepreneur ni dans la startup avant puisque je travaillais au ministère de la Culture où j'ai contribué effectivement au déploiement du Pass Culture, enfin la création, au déploiement et la généralisation du Pass Culture. Donc fortement déjà en lien avec l'ensemble des industries culturelles et créatives dans le but de les rendre plus accessibles, dans le but de permettre à tous nos jeunes de créer plus, d'aller plus loin, ce qui est aussi ce qui m'anime aujourd'hui chez Pimento finalement. Et donc toi, Florent, donc une vision à la fois culture et tech, un petit peu Ouais. si on peut dire. Ça me fait penser à Nicolas Godemé, je crois que tu connais bien et que j'avais reçu aussi sur ce podcast. Euh, et donc, Florent, toi, quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à l'IA générative? Moi j'ai commencé, alors c'est intéressant parce qu'on a commencé du coup Pimento en octobre 2022. Et pour tout te dire, pour vraiment sur l'aspect creuser les IA génératives, on a commencé à nous intéresser au problème de la créativité avant de nous intéresser à la solution qui était apportée par l'IA générative. Puisque nous, ce qui nous intéressait vraiment fondamentalement, c'est comment est-ce qu'on permet aux créatifs d'aller plus loin dans leurs idées, d'avoir des profondeurs de champ plus facilement accessibles, plus riches, pour améliorer et approfondir leurs projets et leur permettre de faire encore plus ce qu'ils aiment faire et ce pourquoi je suis persuadé qu'ils ne vont pas disparaître, bien au contraire. Et donc, on s'est beaucoup intéressé à ce sujet-là. On a essayé plein de méthodes qui existaient depuis assez longtemps. On peut penser à Loulipo, qui existait il y a très longtemps. On peut penser à David Bowie, qui avait imaginé une machine qui envoyait des mots de manière un peu aléatoire pour créer des paroles de chansons. Il y a plein de méthodes Tu parlais de Lolipo, c'est ça?
Ouais, l'Oulipo, c'était un mouvement, littéraire, qui, Oui, non, mais je vois très créait bien donc créer des textes et tout sans, utiliser la voyelle, le E par exemple par ou exemple, surtout des contraintes comme ça en fait? Ouais. Mmh. exactement, ou des cadavres exquis. Enfin, ça fait des décennies, voire des siècles, que, l'ensemble des créatifs ont des méthodes. Enfin, il y a une méthode très simple qui est, quand tu as pas trop d'idées, tu prends un dictionnaire, tu tombes sur un mot et tu essaies de construire quelque chose à partir de ce mot. Donc OK, ouais, donc vous avez travaillé sur cette créativité-là, super intéressant. c'est comment est-ce qu'on sort quelque part de, ces biais, d'un univers dans lequel on a l'habitude d'évoluer? Comment est-ce qu'on pense un peu en dehors quelque part enfin out of the box? Comment est-ce qu'on s'inspire? C'est vraiment ces sujets-là qui nous intéressaient, qu'on a beaucoup creusé, avec des méthodes plutôt classiques. Et il Mmh. y avait, donc c'était plutôt à l'été 2022, donc avant quand même le boom, ChatGPT et Midjourney. On commençait à regarder certains GAN et certains modèles d'IA générative, et on a fait quelques POC, avec des créas, Ouais. pour voir comment est-ce qu'on pouvait les accompagner. C'est là où vraiment on a compris qu'il y avait un intérêt, dans ce problème qu'on essayait de résoudre, avec cette technologie. Très fort, mais parce qu'en effet, bah, en octobre 2022, heu, en voyant, bah, du DALL-E ou du Stable Diffusion, il fallait quand même avoir beaucoup d'imagination et d'optimisme, de persévérance pour se dire que ça serait photoréaliste comme ça l'est aujourd'hui au moment où on se parle. Complètement, oui, il fallait, effectivement, on ne pensait pas que ça arriverait, aussi vite, aussi bien et que ça se démocratiserait, aussi rapidement que ça s'est démocratisé, en 2023. Mais on voyait déjà quand même quelques intérêts, dans le processus créatif. Tu parles de la qualité des images, mais le fait d'avoir des images pétées, le fait d'avoir, des personnes à 6 doigts, par exemple, d'un point de vue créatif, c'est extrêmement pertinent. Mmh. Ça permet justement d'avoir des compositions inattendues. Je me souviendrai toujours d'un des premiers tests qu'on a fait, où on générait pareil, des images et les sols n'étaient jamais horizontaux. Et Ouais. donc nous, on est allés nous excuser en disant: «On est désolé, bon, le modèle, il faut qu'on le réentraîne un petit peu, les sols ne sont pas droits». Et la directrice artistique nous a dit que c'était génial parce qu'en fait, justement, tous les sols étaient droits, et le fait d'avoir un sol un peu penché, c'était quelque chose qui était assez peu vu habituellement. Ça lui avait donné beaucoup d'idées sur l'enjeu, enfin, sur ce que ça donnait en termes de dynamique à l'image, sur, beaucoup d'éléments. Et donc l'IA, la sérendipité, les accidents quelque part qu'il nous faut réussir à maîtriser dans ce que ça produit, c'est extrêmement riche, d'un point de vue créatif. Les hallucinations, c'est extrêmement intéressant. Les hallucinations font partie du modèle. Si on les contrôle, enfin, il faut pas qu'il y en ait, ça dépend où, quelles hallucinations, et il y a certaines hallucinations qui sont extrêmement intéressantes. C'est marrant, ça me fait j'ai échangé hier, je te le disais d'ailleurs, mais avec Mathieu Grambert, qui est Mmh. un artiste IA, très talentueux et très early aussi. Et je regardais quelques-unes de ses créations historiques, notamment il a fait quelque chose sur la Renaissance, Mmh. une donc une animation inspirée de la Renaissance avec du déforum et énormément d'animation. Ça me fait penser un petit peu à ce que tu dis, ça part dans tous les sens, mais au niveau, créativité, c'est complètement exceptionnel. Après, en effet, il me le disait même hier, savoir contrôler cet outil et ce qui avec ce déforum et tout ça était pas forcément évident non plus. Ouais. Bah, c'est toute la difficulté, c'est que parfois le fait d'avoir des incohérences et d'avoir des hallucinations, c'est extrêmement pertinent, mais à un moment, tu as envie de reprendre la main, sur le modèle, et aujourd'hui, c'est très, très difficile, de vraiment lui donner les informations et de le contrôler quelque part et de le maîtriser. Parfois, tu as l'impression d'être de faire face, pardon, à une bête immaîtrisable, très Mmh. puissante, mais non maîtrisable. Et donc c'est tout notre enjeu aujourd'hui dans Pimento. En tout cas, enfin, franchement, moi, on va suivre de très, très près, attention, c'est que le début de l'épisode, mais on va suivre de très, très près ce que vous faites avec Pimento. Mais moi, je dis bravo parce que, au final, vous vous retrouvez dans une position où vous pouvez surfer, sur ces outils, qui pour vous, en fait, sont un peu, ben, votre carburant, quoi, tu vois? D'une certaine manière, le carburant de votre fusée et qui ont et l'explosion qu'on a eue en qualité, heu à tous les niveaux sur ces outils de diffusion, et d'IA générative, bah, aujourd'hui ça permet ça donne un potentiel encore plus important à ce que vous faites. Comment tu as vécu Florent toi, 2023 et cette explosion de l'IA générative? Heu, c'était, hyper excitant, un peu fatigant, plein de Tous fatigués tous mouvements, ça. fatigués là en plus, début janvier, on est KO exactement.
c'est le lendemain du Blue Monday. Exact. Non, enfin, moi, je retiens deux choses. Je retiens vraiment la partie un peu optimisme, découverte, démocratisation et accès simplifié de la technologie à tout le monde, qui a donné beaucoup, beaucoup d'espoir. Et je retiens aussi, et c'est pour ça que je pense que 2024 va être intéressant, c'est un peu de frustration ou de déception. Et on pourrait y revenir tout à l'heure, mais nous, on parle beaucoup à des créatifs qui ont vu passer des choses sur Twitter, sur LinkedIn, à la télé. On s'est dit, ah, c'est incroyable tout ce qu'on va pouvoir créer. En 3 mots, on arrive à des images absolument incroyables, qui sont mis à ouvrir Midjourney, par exemple, et qui n'ont jamais réussi à générer la moindre image intéressante et qui l'ont vite abandonné. Et donc, Ouais. il y a vraiment ce boom et beaucoup, beaucoup d'espoirs qui ont été donnés dans les technologies, et après une phase de on va commencer à le prendre en main, on va commencer à le tester. Finalement, on n'y est pas tout à fait, et finalement, c'est pas si simple que ça, et heureusement. Et donc 2024, c'est peut-être un peu si tu prends la poudre de conteneur, de vraiment la mise en place des cas d'usage précis, des améliorations, des personnalisations. Donc je pense que ça va être hyper intéressant ce qu'on va vivre cette année. C'est vrai, on vit ça aussi un petit peu, peut-être sur la vidéo, 1 an après ce qu'on a vu sur l'image là? Ouais, complètement. T'as des sujets, enfin, il y a eu des bad buzz, même certaines démos qui ont été falsifiées de grandes boîtes de la tech, qui génèrent, qui demandent beaucoup. Alors après, je pense qu'il y a un enjeu aussi marketing pour ces boîtes d'exister, puisqu'il y a tellement de choses qui existent, il faut un moment exister dans le paysage, et certains ont l'habitude de survendre, mais derrière, il faut quand même réussir à répondre aux cas d'usage, rendre les technologies suffisamment bonnes, rendre les interfaces d'interaction avec ces technologies pertinentes, et le faire sur les bons cas d'usage. Super. Je trouve que c'était très juste ce que tu disais sur, de temps en temps, cette petite déception aussi, où on attend l'outil parfait qui fonctionne, mais on connaît ça aussi sur des LLM, hein, des modèles de texte, hein. De temps en temps, on se dit: «Bah, il va nous remplacer», mais dans le bon sens, il va tout faire et en fait, bah, il faut quand même savoir un petit peu l'orienter. Ouais. Aujourd'hui, on vient de voir cette semaine, Fred et Farid, là, par exemple, une agence aussi qui a sorti un petit site, AI, Imagination. Ils y vont très sérieusement. Ils sortent des visuels là qui sont complètement bluffants. Tu penses que là, on va quand même voir pas mal de création, d'orientation, d'agences, de marques dans ce sens-là, là? Oui, de toute façon, l'enjeu. Alors, c'était intéressant en 2023 aussi, puisque nous, début 2023, quand on parlait avec des agences, des créas, l'IA faisait quand même peur pour la plupart d'entre eux. Alors, il y a des gens qui ont été très early adopters, qui ont compris que c'était un outil, que ça n'allait pas les remplacer, que ça allait changer le métier, mais que ça n'allait pas les remplacer. Mais pas mal de créatifs avaient peur. Voire même certains refusaient des appels, etc. Et au fil de l'année, on a commencé à l'utiliser, on a commencé à le mettre à l'épreuve de vrais cas d'usage, on a compris que ça ne marchait pas comme on le voulait, que ce n'était pas quelque chose d'omnipotent, qui allait faire des résultats incroyables et qui allait nous remplacer dès demain, ou que s'il allait nous le remplacer, c'était sur certains types de tâches et pas toutes. Et donc on a commencé à se dire, finalement, on va peut-être plutôt repenser nos processus, on va repenser nos métiers, et on va chercher là où c'est bon, là où c'est pas bon, là où ça peut m'aider, là où moi je peux simplifier certaines tâches et plutôt me concentrer sur ma plus-value ajoutée en tant que créatif, en tant que personne qui a des références, etc. Donc Ouais. là-dessus, c'est vraiment intéressant. Maintenant, effectivement, tu as d'autres outils que tu mentionnais, par exemple, qui sur certains cas d'usage précis quand même, commencent à être très bons et vont permettre, alors je pense non pas de remplacer des créatifs dans notre cas, mais plutôt d'élever le niveau d'attente global du grand public vis-à-vis des créations auxquelles ils sont confrontés. Mmh. Ouais, évidemment. Je rajoute juste quelques petits chiffres pour l'audience. Alors attention, ça je pense qu'ils ont ça il y a quelques mois, mais c'était, je pense il y a 6 mois, tu vois? C'était du 62 des créatifs utilisent l'IA générative. Je sais pas. 86 considèrent, que cela impacte positivement leur processus créatif. Écoute, des chiffres que j'ai trouvés, mais à mettre en perspective, mais en tout cas, on est sur des proportions qui sont importantes. Ouais. Florent, toi, l'outil que tu utilises le plus, IA, au quotidien, c'est quoi?
au quotidien, c'est clairement quand même un ChatGPT, même si j'essaie de plus en plus d'aller sur Mistral et qui répond quand même Ouais. très bien à pas mal d'enjeux. Clairement, autant au niveau perso que pro, en dehors de Pimento. Mistral, tu l'utilises comment? En passant par quoi? Tu l'as En sur ton passant par ordi? non, je l'ai pas installé sur mon ordi, plutôt aux interfaces disponibles comme sur Hugging Face. Mmh mh. Je suis pas encore totalement passé sur Mistral, notamment du fait de l'interface, mais clairement les modèles de texte de ChatGPT, que ce soit à Ouais, titre plutôt pour des recherches. ouais. Et j'avoue, je rêve du moment où je vais pouvoir ouvrir une nouvelle tab dans mon navigateur et que c'est pas une barre Google, mais que c'est plutôt une barre de recherche, enfin une barre de chat GPT qui va s'ouvrir, et que aussi à titre perso, là j'étais à l'étranger il y a pas longtemps et j'ai planifié tout le voyage grâce à GPT et j'avais mon agent de visite personnalisé, et on a beaucoup discuté à l'étranger pour savoir ce qu'il fallait faire, les horaires d'ouverture, les meilleurs trajets. Donc clairement, c'est Il t'a bien orienté. Et Ted Mollick, qui a j'en parle souvent ici, mais donc qui fait des super tweets, en tout cas très pédagogues là-dessus, disait vraiment que lui aussi en voyage, comme toi en vacances, que ChatGPT, ça avait été son couteau suisse, quoi. ah ouais, non, mais pour le coup, c'était vraiment un cas d'usage incroyable, tant dans la préparation du voyage que dans Ouais. le quotidien. Tel truc est fermé, où est-ce qu'on peut aller? Alors ça, encore une fois, il y a des hallucinations qui sont ou des erreurs auxquelles il faut quand même faire attention, donc ça mérite toujours quand même un double check, mais ça a été extrêmement utile. Et ça revient globalement au cas d'usage de recherche global, qui est extrêmement utile, je trouve, au quotidien. C'est vrai, et je pense l'époque un petit peu où on se retrouvait à l'étranger avec un menu où on comprenait pas une ligne, tu sais, on comprend rien en chinois ou dans une autre langue, cette époque-là, elle est un petit peu finie et c'était, bah, il y a quelques années, ça pouvait arriver. Aujourd'hui, avec ces modèles-là, on se retrouve sauvé, quoi, un petit peu. Ouais. Tout à fait. C'est intéressant ce que tu dis sur les langues, puisque Ouais. effectivement, ça te permet d'aborder, bon là, en l'étranger ou la langue étrangère, de manière beaucoup plus sereine, mais je me suis aussi rendu compte que je parlais beaucoup à ChatGPT en français, là où j'aurais beaucoup plus fait mes recherches en anglais. Et je me suis dit finalement qu'il y avait aussi une forme d'espoir et d'optimisme là-dedans. C'est que là où on avait trop peur que l'anglais remplace tout et que tout devienne anglais et qu'il faille absolument maîtriser tous les mots de l'anglais, finalement les langues locales, alors bon, le français reste une langue suffisamment bien parlée et suffisamment bien comprise par ChatGPT, donc il faudrait aussi l'améliorer sur toutes les autres langues, mais ça renforce finalement mon utilisation du français, même à l'étranger. Tu utilisais aussi la fonction voice, fonction voix donc, J'utilise non? assez peu la Mmh. voice. J'utilise beaucoup enfin, ce que je trouve très intéressant là sur GPT, c'est la multimodalité. Mmh mh. Et notamment la fonction de suggestion d'image, qui est, je pense, beaucoup de potentiel très, très inexploité et très Ouais. sous-estimé, que ce soit nous dans le cas d'usage côté Pimento, mais aussi dans le cas d'usage perso et pro. Donc c'est plutôt la multimodalité que j'utilise beaucoup. Mmh. Ah excellent, bah, grande voie de développement 2024, on va voir comment ça se passe avec Google avec son modèle Ultra aussi, de Gemini. Hem, Les mots étaient chouettes. la démo était très chouette. Est-ce que ça s'arrêtera là? On verra. Écoute, génial. Florent, toi, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Pimento, sur, les clients que vous avez aujourd'hui? Comment ça se passe avec les agences, les marques, les créas? Tu as parlé de temps en temps un petit peu de doute, hein, au début, hein, dans la discussion et c'est normal le temps qu'ils adoptent. On en est où aujourd'hui? Comme sur ChatGPT, en 2023, il y a eu du scepticisme, heu, de la tentative, regarder ce que ça peut faire, de l'adoption, de la formation, ensuite on le met dans les outils d'entreprise. Vous, ça se passe comment à ce niveau-là avec Pimento? Ouais, alors déjà pour revenir sur Pimento très rapidement, comme tu le disais en introduction, Pimento c'est un compagnon créatif personnalisé qui va comprendre à la fois le cadre, le contexte dans lequel le créatif, que ce soit quelqu'un en agence, que ce soit quelqu'un en studio, que ce soit quelqu'un au sein d'une marque ou d'une entreprise, le contexte du coup dans lequel il est en train de faire une recherche, c'est-à-dire son projet, son brief, et qui va être capable aussi d'être personnalisé sur un style, que ce soit le style d'un artiste, que ce soit le style d'une marque, et qui va donc comprendre l'univers
textuel sémantique et l'univers graphique dans lequel il travaille. Et ce compagnon va à la fois lui suggérer des idées pour lui permettre d'aller plus loin, parfois des idées complètement farfelues, mais qui sont extrêmement pertinentes pour avoir des idées, et va lui permettre de les rendre visibles quelque part, accessibles, puisque c'est toujours une image vaut 1000 mots, et avoir une abondance de contenu, une abondance de propositions, c'est extrêmement pertinent dans les phases d'itération. Et donc ça va lui permettre à la fois d'itérer sur des datasets, enfin sur des propositions plus nombreuses, d'itérer plus rapidement, de mieux communiquer avec ses équipes, de telle sorte à ce que les cycles d'itération et de réflexion soient plus simples et donc plus nombreux, et que les projets in fine créatifs soient d'encore meilleure qualité, soient plus approfondis, soient plus larges, et qu'on arrête de couper le processus créatif en plein milieu, puisqu'il n'y a plus de temps, plus de budget, donc du coup il faut passer en production, et en fait on n'est pas tout à fait content, et donc du coup on perd un peu en pouvoir créatif, ce qui est de plus en plus important dans les années à venir. Je tiens, c'est très clair. On en a bien besoin. Tu as parlé un petit peu de collaboration. Pour toi, on est aussi sur un copilote un petit peu sur la création avec Pimento? Ouais, alors je sais pas, j'aime pas trop le terme qui est un peu galvaudé, et pour nous, c'est vraiment l'artiste qui est pilote, et enfin l'artiste, le designer, le créatif, le directeur créatif, qui est vraiment le pilote, et il a un collègue en plus, quelque part, qui est pas un collègue pareil. Enfin, il y a une nouvelle forme d'intelligence aussi avec lesquelles les créas doivent apprendre à travailler. Mais oui, clairement, c'est quelqu'un qui va faire partie de l'équipe, quelque part, créative. Mmh. OK, très clair. Et peut-être pour répondre du coup à ta question sur Ouais, l'appréhension, enfin sur les clients, donc nous on merci. travaille à la fois avec, comme on le dit, donc des marques ou des boîtes qui ont des équipes créatives en interne, dans les studios, enfin soit des studios internes, soit des équipes marketing, soit des designers, et on va travailler aussi avec des agences ou des studios qui sont plutôt sur des phases, alors qui vont du branding, qui vont de la déclinaison d'assets, qui font de la création de campagne, voire parfois aussi sur certains projets avec à la fois le client et l'agence. Et peut-être pour répondre à ta question, ce qu'on remarque, c'est que tant côté agence, et surtout côté agence en fait, que du côté marque, on a quand même des niveaux d'appropriation des IA qui sont extrêmement hétérogènes. Moi, Mmh. je suis encore assez surpris de parler assez fréquemment avec des créatifs qui n'ont jamais ouvert Midjourney ou DALL-E, et pour qui c'est pas forcément un sujet. Alors il y en a encore certains qui ont peur d'être remplacés, d'autres qui voient pas trop l'intérêt, mais qui n'ont jamais essayé, ce que je trouve un peu dommage quelque part. D'autres de l'autre côté du spectre qui pour le coup ont extrêmement poncé les technos, qui ont, bah, t'as reçu Jonathan, je crois, il y a pas longtemps, mais qui ont créé des agences autour de ça. Tu peux être Fred et Farid aussi, Ouais. ont des modèles qui sont encore vraiment ceux-là aussi en train de rechercher où est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser l'IA, parce que tu as à la fois des projets, donc les clients peuvent demander, on veut une campagne marketing basée sur l'IA, parce que ça devient un argument marketing, on veut des campagnes ou des éléments IA pour accélérer, pour aller plus vite. Il s'avère que ça ne marche pas forcément, que c'est pas si évident que ça, que les coûts soient réduits, parce qu'en fait, le temps créatif, ça reste du temps humain, du temps de cerveau, et on ne fait Ouais. pas comme aujourd'hui qu'en claquant deux doigts, on va réussir à créer un branding, parce qu'en fait, c'est pas juste une image, c'est des valeurs, c'est un processus. Il y a beaucoup de choses dans le processus créatif, dans l'itération, qu'on va clairement pas automatiser, en tout cas pas tout de suite, avoir un bon bout de temps. Et donc, ça, c'est un peu les deux extrêmes du spectre. Et tu as quand même, aujourd'hui, on trouve la majorité qui sont un peu entre les deux, qui essaient de comprendre les cas d'usage, tant sur le texte que sur l'image, un peu sur la vidéo aussi, même si c'est assez peu développé quand même aujourd'hui. Et qui sont plutôt dans une phase de test and learn, qui vont regarder, qui vont tester, qui en général en ressortent un peu déçus parce qu'on pensait que ce serait plus simple, que ça irait plus vite, qui se demandent comment ils vont intégrer ça au sein des équipes. Est-ce que c'est une personne qui devient très forte en prompt, par exemple, ou est-ce que finalement c'est une personne, une agence à l'extérieur? Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de questions sur l'intégration dans les Ouais. workflows. Et aujourd'hui, on n'y est pas du tout, mais c'est ça qui est super excitant. Je vois très bien ce que tu dis, quand tu parles de ce côté hétérogène de l'adoption, c'est incroyable, c'est pour ça, enfin là-dessus, je vais me faire une petite auto-promo, mais moi je lance une nouvelle activité de formation qui s'appelle My Connecting IA, mais dont le but est justement, tu vois, de créer un socle commun en fait, de savoir et d'utilisation sur, l'IA générative.
Parce que j'ai constaté ça. Ce que tu décris au niveau d'une agence ou dans des professions, créatives, on le retrouve aussi, ben, sur une agence, média, d'achat de pub, par exemple, sur Meta, sur Facebook, ou au sein d'un département, marketing ou comptabilité. Et en fait, ces niveaux différents, ben, il y a un moment, il faut quand même essayer de lisser un petit peu, favoriser les échanges et le partage entre les gens. Je parle souvent des trouver un petit peu les cyborgs dans la boîte et faire en sorte que, bah, ils partagent, ils soient incentivés à partager à leurs collègues. Et ça va être un vrai enjeu parce que sinon, en fait, on va avoir un schisme et les gens vont plus être capables de se parler, je pense. Ouais, non, clairement. Enfin, ce que tu dis sur trouver un peu les early adopters, cyborg, au sein des équipes, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. On a beaucoup d'exemples comme ça avec lesquels on travaille dans des maisons de luxe ou des maisons de mode qui, pour le coup, ont quand même des processus, qui ont des marques extrêmement présentes avec lesquelles c'est très difficile de jouer, qui ont des méthodes très artisanales où l'IA est très peu intégrée. Là, clairement, on a vu qu'en travaillant avec une ou deux personnes early adopters qui aiment un peu bricoler, etc., on réussit à dégager des cas d'usage, on réussit à passer au-delà de la frustration initiale pour commencer à avoir de l'adoption plus générale avec les bons mots, les bonnes méthodes, les bons arguments, quelque part. Il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que cet aspect déceptif, nous, on voit Ouais. quand même pas mal de gens qui sont découragés, quoi. Qui se disent à la fois, en fait, c'est compliqué, il faut monter beaucoup en compétences, et en plus, ça évolue tellement vite que à quoi bon je vais apprendre aujourd'hui comment ça fonctionne, parce que dans 3 mois, ça marchera différemment. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup de m'investir aujourd'hui? Donc, ce que tu dis un peu sur les communs et sur comment est-ce qu'on a un socle quelque part Ouais. qui est stable, qui évolue pas, c'est assez compliqué, même pour des boîtes, de se dire on va commencer à intégrer telle solution plutôt que telle autre. Bon, bah, en fait, ça se trouve, il y a même ChatGPT, bon, ça, c'est un peu moins évident, mais pourquoi est-ce que je commencerai à bosser sur ChatGPT alors que Mistral arrive et que ça se trouve, dans 6 mois, il y aura un modèle bien meilleur, open source, protégé, pourquoi faire autant d'investissements aujourd'hui? Je suis tout à fait d'accord. Il y a souvent ce type de réaction. Et en étant, tu vois, en tout cas, un utilisateur, averti ou en ayant passé surtout beaucoup d'heures, sur ChatGPT, et toi aussi certainement, je pense qu'il faut comprendre quelque chose là-dessus, c'est que, bah, d'un côté, comme le dit Sam Altman, se prendre GPT-15 directement, bah, ça fait un petit peu flipper, tu comprends pas. Et de l'autre côté, la maîtrise en fait de ces outils et être capable de les intégrer, bah, dans tes usages quotidiens, tu parlais même de tes vacances tout à l'heure, savoir comment tu vas les intégrer, comment tu vas les utiliser, sans avoir peur des hallucinations ou savoir les contrôler de temps en temps, savoir ce que tu peux faire ou ce que tu peux pas faire et tout ça. Ça en fait, peu importe, ça prend un temps incompressible, je trouve, en fait, d'adoption, de compréhension vraiment de l'outil. Et là, même si on te donne un outil, tu vois, Copilot ou un Midjourney, V8, qui peut te sortir avoir plein de fonctionnalités beaucoup plus abouties, il y a toute une utilisation, une démarche dans l'utilisation qui, pour moi, prend, quoi qu'il arrive, des mois. Mmh. Non, non, mais je trouve ça assez sain, Ouais. puisque au-delà de la maîtrise de l'outil, c'est aussi l'évolution des comportements, de tes comportements individuels, des comportements collectifs, de ce que ça veut. Je veux dire, il y a quand même un gros sujet d'impact anthropologique quelque part de ce que l'IA va avoir sur nos sociétés, sur l'interaction qu'on va avoir les uns avec les autres, et finalement de prendre le temps de tester, de regarder où on va, c'est plutôt sain pour une bonne intégration de l'IA, je trouve. J'adore parler des sujets anthropologiques. Alors attends, mais je reviens juste avant parce que j'ai oublié de te poser la question, Florent. Est-ce que ChatGPT, selon toi, passe le test de Turing? Je ne sais pas si c'est selon moi, mais je sais que certains disent qu'il l'a passé sur certains cas d'usage très spécifiques, donc la réponse va être plutôt oui. Après, est-ce qu'il le passe tout le temps? Je ne pense pas. Avec des hallucinations et de la perception, clairement, des fois, il ne marche pas. Et d'ailleurs, c'est peut-être tant mieux sur certains sujets. Mais oui, en matière de perception, il y avait une étude que j'avais beaucoup aimée où il y avait deux groupes, c'est sur la médecine et c'était aux US, où on avait donné des symptômes à un groupe de médecins et à ChatGPT, et les patients avaient reçu du coup la réponse écrite à la fois des médecins et de ChatGPT. Et ChatGPT finalement était aussi bon quelque part en symptômes, alors sur des choses très faciles, était quasiment aussi bon en termes de symptômes, mais par ailleurs, la personne arrivait à dire que c'était ChatGPT
parce que ChatGPT était très sympa, avait beaucoup d'empathie, ce qu'on reconnaît un peu moins chez les médecins. Donc finalement, dans ce cas-là, tu pourrais dire qu'il ne passe pas le test de Turing parce qu'un médecin ne s'adresserait pas comme ça à un patient. Mais je trouve ça hyper intéressant. Et je trouve ça encore plus intéressant de voir comment est-ce qu'il ne passe pas le test de Turing, pourquoi il ne le passe pas, et finalement, quelle nouvelle typologie d'intelligence on est en train de créer et avec laquelle il va falloir vivre. Le sujet, c'est pas tant d'avoir de l'intelligence humaine en plus, c'est d'avoir d'autres formes d'intelligence et de nous apprendre à penser différemment, à réfléchir différemment. Oui, cette étude de Stanford, elle était canon, et en effet, ben, c'était un des trucs très importants, je trouve, de cette année, hein, d'imaginer que l'empathie, pouvait être, qu'on associait avant, ben, à l'être humain, à notre humanité, qu'on pouvait être que là-dessus, une sensation, une Ouais, impression d'empathie, l'apparence de l'empathie. une simulation d'empathie pouvait être, mieux faite par ChatGPT. Ah ouais, ça, c'était super cool. Heu, tu as vu Florent les upscalers? C'est un petit peu une mode là en ce moment depuis quelques mois. En tout cas, enfin moi j'utilise ça, Magnifique, .IA, AI, Créa. Mhm. Qu'est-ce que tu penses de ces outils? Une bonne question. Bon, je pense que c'est génial dans certains cas d'usage, lorsque effectivement on arrive avec une image, alors que ce soit une image, une vraie image, une photo qu'on a créée nous-mêmes ou une image générée par d'autres algos d'IA, le fait de pouvoir augmenter la qualité, de pouvoir avoir plus de détails et de pouvoir quelque part recréer, parce que souvent les upscalers, c'est pas que l'augmentation du nombre de pixels, c'est aussi le enhancement, et donc l'augmentation de la qualité. Et parfois, on recrée aussi des éléments qui n'étaient pas initialement dans l'image et on lui redonne un peu de profondeur. Du coup, ça permet de rebondir sur des éléments créatifs. Mais alors je te pose la question là-dessus à toi justement parce que je sais que tu connais mieux le sujet que moi et je fais mes recherches un peu là-dessus, mais justement, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est en fait, il utilise l'image qu'on lui donne comme un prompt un peu, c'est ça? Ouais, c'est ça. L'upscaler? Alors, je connais pas exactement tous les modèles Mmh mh. qui fonctionnent, Ouais. mais l'enjeu, c'est de se dire, on prend l'image, mais il y a aussi un gros sujet sur la régénération de l'image et donc du prompt. Enfin, tu vois, si tu parles de créa, par exemple, tu dois reprompter quelque part ton image. Oui. Et donc, c'est aussi un sujet de régénération de cette image avec des prompts différents, donc de lui donner plus de détails, de lui donner plus de profondeur de champ quelque part et de profondeur sémantique, au-delà du simple nombre de pixels et de la clarté quelque part de l'image. Écoute, moi ça m'a bluffé en tout cas, tu vois? Sur le côté réaliste que j'arrivais pas à obtenir, tu sais, sur Midjourney parce que je suis pas assez bon ou sur Dall-E parce que c'est pas possible pour l'instant vraiment, tu vois? Avec, le grain de l'image, j'ai trouvé ça incroyable. Ouais. Ah non, l'upscale de photos réalistes générées par Midjourney te fait arriver à des niveaux de qualité extrêmement impressionnants. Ah ouais, ouais, ouais. Enfin, tu vois, tu sors quelque chose, enfin, je dis ça pour notre audience, hein, et attention parce que ça coûte assez cher, ces upscalers, mais mais en effet, ben, tu sors une photo comme ça et sincèrement, tu te prends pour un grand photographe, quoi. Enfin, c'est bluffant. De qualité. Après, je pense qu'un grand photographe, il sait aussi avoir de la bonne composition d'image. Ça reste un artiste, Évidemment. la qualité d'image. Mais effectivement, oui, on peut arriver à de la création euh, Mmh. extrêmement bluffante en termes de qualité de pixels, enfin de qualité de qualité d'image. Merci Florent. J'ai envie d'avoir ton avis sur un sujet, je pas préparé, mais j'aimerais avoir ton point de vue un petit peu sur le copyright, sur le copyright des images, pour l'entraînement des modèles, tu vois? Heu, Aujourd'hui, ben, on a eu un petit peu des procès avec Getty Images. Il y a un procès, hyper important avec le New York Times, qui accuse ChatGPT au final, ben, d'utiliser son contenu sans sa permission, mais surtout après de le régénérer en fait, et ce qui fait que ça bousille un petit peu en fait leur tunnel de vente, leurs canaux d'acquisition. C'est des procès complexes, mais toi sur l'image, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu considères que ces modèles s'inspirent, de l'intégralité des images sur internet, qu'ils les compressent et qu'ils en font ce qu'ils veulent et que c'est bien pour la science, on va dire? Est-ce que tu trouves que de l'autre côté, peut-être, on doit avoir une juste, rétribution un petit peu des artistes, des images, qui ont créé les images sur lesquelles sont entraînés ces modèles? Comment tu vois ça, Florent, toi?
Déjà en termes le sujet de copywriting, il existe bien avant l'IA, il est déjà très présent puisque aujourd'hui un processus créatif, globalement, c'est, si je veux créer une marque ou un je sais pas, on va prendre un exemple de logo, souvent on va commencer par aller regarder les logos, qu'on aime bien Ouais. d'autres personnes et on va commencer à faire un mood board et on va s'en inspirer pour ensuite générer son propre logo. C'est un exemple très, très simple mais quel que soit le projet créatif, ça fonctionne comme ça en général. Le Grave. sujet, c'est dans quelle mesure est-ce que ce que tu vas générer à la fin va être différent de tes inspirations initiales et dans quelle mesure, du coup, les personnes dont tu t'es inspiré vont pouvoir te faire un procès en disant que tu es trop proche. Il y a plein, plein, plein de procès dans le jeu vidéo, sur le film de Nemo, par exemple, enfin, hyper intéressant en termes de protection enfin, d'IP, de protection intellectuelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as raison dans l'approche créatrice, dans l'approche créative, en fait, oui, tu pars de quelque chose qui existe, tu pars pas de zéro. L'histoire de l'art, c'est on prend ce qui existait avant, on fait les choses un peu différemment, on le fait un peu tourner, on reprend, on retravaille. Et aujourd'hui, ça fonctionne comme ça, à la fois avec des éléments que tu connais, toi, en tant que créatif, parce que tu vas aller chercher du benchmark, tu vas aller sur Pinterest pour voir ce qui existe, mais aussi avec des éléments que tu as toi-même intériorisés, puisque un créatif, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va passer énormément de temps à faire de la veille, à avoir des styles, à avoir des références, qui a été éduqué, qui a éduqué son œil sur l'histoire de l'art, sur les différents courants, et qui, du coup, a intégré, parfois même inconsciemment, certaines références. Aujourd'hui, la différence avec l'IA, c'est que on va te proposer des outputs, enfin des images par exemple, que tu vas utiliser soit en output finaux, soit en output intermédiaire, enfin, pour continuer à construire et t'inspirer, et que parfois, ben, ça va être très proche cet output, enfin cette image, d'une image qui existe déjà. Mmh. On avait un exemple, enfin, on a eu un cas d'usage sur la création d'une bouteille de parfum Ouais. avec une personne qui est dans l'une des seules agences qui aujourd'hui fait de la création de bouteilles de parfum en France. Il s'avère que le nombre de bouteilles de parfum dans le monde est quand même assez limité et que quand ça fait 30 ans que tu bosses là-dedans, tu les connais à peu près toutes. Et c'était Mmh. hyper intéressant de travailler de ce cas d'usage puisque le designer, en l'occurrence, avait la connaissance, avait quasiment autant de connaissances que l'IA en termes d'existence des bouteilles de parfum et que lui, Ouais. il avait dit, attention, ça c'est très proche de telle collection, de tel machin, de telle marque. Euh, il y a plein de cas où c'est pas comme ça et où potentiellement ce que tu vas créer à la fin sans que tu le saches va fortement ressembler à quelque chose qui existait déjà. Il y a des méthodes, nous typiquement le fait de réentraîner des IA sur des assets qui sont propriétaires Ouais. de créatifs te permet quand même de t'éloigner fortement de ce genre de risque. Pour autant, il existe, mais il existe déjà aujourd'hui. Et après, tu avais une autre sous-question qui était est-ce qu'il faut rétribuer les personnes sur lesquelles on entraîne? Je pense qu'à terme, il faut quand même qu'on réussisse à trouver des modèles sains pour l'ensemble des artistes, parce que je ne pense pas que les artistes vont disparaître loin de là. Ils vont évoluer, mais je pense que vraiment, fondamentalement, ils vont être encore plus importants dans nos sociétés. Et on a des modèles qui sont déjà aujourd'hui un peu précaires en termes de, de rémunération, Oui, même, enfin, de gestion de ces artistes et de bien considération sûr. du travail Ouais. qui est fait. Et donc, je pense qu'il faut qu'on trouve des modèles de rétribution et de partage de la richesse, de partage de la valeur globalement avec l'ensemble de la chaîne. Tu as raison et c'est très intéressant. C'est pas nouveau, hein, c'était aussi, c'est Napster, Spotify, que ce soit dans la musique, mais aussi dans, l'art digital, l'art visuel, en effet. Trouver donc une nouvelle, répartition de la richesse, je suis tout à fait d'accord. Pour toi, l'impact un peu de l'IA générative, sur l'emploi, dans les années qui viennent, tu vois ça comment? Je t'avoue, je suis assez optimiste, peut-être trop, par rapport à certaines études. C'est que je pense que fondamentalement, il y a plein de métiers qui vont changer, comme Mmh. en fait tout le temps, il y a plein de métiers qui changent. Enfin, ça fait pas énormément de temps que je travaille, mais si je retrouve mon premier poste, il y a des métiers qui aujourd'hui ont fortement changé parce qu'il y a plein de choses qui ont évolué. Donc clairement, on va changer les métiers. Je pense qu'on va peut-être changer aussi notre relation au travail. Je suis un peu partagé là-dessus parce que je pense qu'on pourrait du coup faire plus vite, plus de choses. Donc potentiellement, est-ce qu'on pourrait moins travailler? L'exemple des mails n'a pas montré qu'on travaillait moins, bien au contraire. Donc je pense que ça va créer beaucoup d'opportunités. En termes de créa, moi je pense pas du tout que les créas vont disparaître. Enfin, il y a beaucoup d'appels, hein, c'est la fin de l'ensemble des créas. Les créas vont
changer. Les travaux d'exécution pure, par exemple, vont changer. Les modèles économiques vont changer. Le rapport aux métiers créatifs vont changer. Pour autant, avoir quelqu'un qui a des références, qui sait arbitrer, qui sait donner une cohérence à tout un set d'images, qui sait créer des collections, qui a une vision, qui cultive un style, qui sait répondre à un brief, qui sait répondre, qui a une connaissance des audiences. Ça, pour le coup, on va le faciliter, mais on ne va pas l'automatiser loin de là. Et même au contraire, je pense que ça va devenir de plus en plus important d'assumer sa différenciation, son style, et d'avoir ce regard quelque part qui est propre aux créatifs. Ouais, c'est super parce que bah, tu décris très bien comme ça c'est les composantes de ces métiers et c'est vrai que, la manière dont tu les décris, on n'est pas sur la liste de tâches, je vois pas forcément de remplacement sur ces sujets-là. Après, il y a plein de choses qui peuvent être remplacées et donc on peut espérer que ce soit pour, se concentrer sur, la plus forte valeur ajoutée, sur la création, sur l'idéation. La production va être un peu bouleversée. Ça Mmh. va être beaucoup plus simple de produire. Si tu prends des illustrations un peu simples, ça va être très simple de les reproduire. Mais je pense aussi que, je fais une parenthèse, mais j'ai regardé il y a quelques semaines la bande-annonce de Toy Story 1, qui à l'époque Ouais. était une révolution. Si aujourd'hui tu ressors un film avec la qualité d'image de Toy Story 1, ça risque d'être un flop, aussi bonne soit l'image. Euh, nos attentes en tant que spectateurs, nos critères ont fortement augmenté aujourd'hui en termes de qualité esthétique, de profondeur de l'histoire qu'on te raconte. On a globalement un niveau d'exigence qui est beaucoup plus élevé. Donc le fait de faire tomber certaines barrières à la production, d'automatiser certains éléments, vont encore plus augmenter nos attentes, nos critères, nous, en tant que spectateurs, en tant qu'acheteurs, qu'en tant que citoyens. Et donc, le métier de créatif va devoir s'adapter pour être encore plus créatif, pour être encore plus cohérent, pour être encore plus riche, pour être encore plus imaginatif. C'est très juste, très bonne parenthèse, mais tu vois, ça me fait penser quand même à un truc amusant, c'est que, Toy Story, je vois très bien parce que je me souviens, moi j'avais 15 ans, quand c'est sorti, et donc c'était une révolution des images de synthèse, Ouais. heu, mais il faut mettre le truc en perspective en se disant: «Toy Story», là, je viens de regarder, donc c'est 1995. Donc tu Mmh. imagines le chemin on a fait un chemin incroyable, mais 1995, 2023-2024, ça nous semble très, très long. Tu vois, Mmh. j'ai l'impression aujourd'hui qu'on fait des bons Ouais. équivalents, tous les 6 mois, tu vois? Grosso modo, qu'on a une énorme accélération. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Attends, Toy Story 1995, l'image par rapport à ce qu'on a aujourd'hui sur du Unreal Engine, tu vois? Le state of the art, sur de l'image de synthèse et de la 3D. Aujourd'hui, des parcours comme ça, on les Mmh. fait, rapidement. Ouais, clairement, clairement. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de il y a d'autres choses, hein, tu vois, l'apparition du smartphone et le fait que Ouais. le format de la vidéo, soit beaucoup plus présent et que du coup on abandonne de plus en plus, en tout cas sur certains cas d'usage, la photo statique, c'est ennuyeux maintenant. Il te faut une vidéo, et alors tu as TikTok, tu as tes stories, et cetera. La vidéo s'est beaucoup imposée, et la vidéo, c'est potentiellement plus riche. Enfin, il y a des axes sur lesquels c'est plus riche qu'une simple image. Donc il y a eu quand même toutes les décennies apportent leur niveau d'exigence supplémentaire. La qualité, tu parlais tout à l'heure de Spotify, la qualité de son que tu écoutes aujourd'hui, la qualité radio, c'est pourri maintenant. Enfin, ça te fait bizarre d'écouter de la radio, alors qu'avant, c'était beaucoup plus normal. C'était un peu la qualité de la télé. Enfin, il y a des choses. De ces 20 dernières années, nos exigences en termes de qualité de contenu ont fortement augmenté. Mais Mmh. par contre, effectivement, ce que tu dis, c'est que là, récemment, on fait des bons beaucoup plus importants que, que peut-être on a fait en image 3D ces 25 dernières années. Tout à fait. Trop cool. Oui, Florent, j'aimerais te demander un petit peu aussi ce que tu imagines comme possibilités et grandes découvertes à venir avec l'IA générative? Mmh. Bah, moi, je pense qu'il y a un sujet, ce que j'évoquais un peu tout à l'heure sur comment est-ce qu'on apprend des nouvelles manières de réfléchir, des nouvelles manières d'approcher des problèmes, et je suis très curieux de savoir tout ce qu'on va apporter en sciences. Enfin, je suis quand même ingénieur à la base et je suis hyper Eh intéressé par oui. les sciences, et il Mmh. y a plein de sujets, en termes de biologie, en termes de médecine, que je trouve passionnants, sur la découverte de nouvelles protéines, sur la découverte de nouveaux matériaux, sur le décryptage du langage animalier, sur la compréhension un peu différente, des mouvements, biologiques. Je ne sais pas si ça va apporter des résultats,
Et je pense pas qu'il faut qu'on attende, forcément que ça résolve l'ensemble des problèmes. Par contre, je pense que ça peut apporter des nouvelles méthodes, des nouvelles appréhensions, des nouvelles un peu comme dans la créativité quelque part, des nouveaux éléments sur ton chemin de résolution du problème, qui vont t'apprendre à penser différemment, qui vont te faire aborder les problèmes de manière un peu différente, parce que c'est quand même une intelligence un peu différente des autres, et qui vont beaucoup apporter en termes de science. Enfin, moi, c'est vraiment là-dessus que je regarde, et je suis très curieux de savoir tout ce qui va sortir. Espérons que ça nous conduise, à une accélération du progrès à ce niveau-là et à l'inverse que ça nous rende pas, plus stupides, feignants et que ça limite nos capacités de raisonnement, quoi. Non, c'est clair. Bah, ça, après, c'est à nous d'en être garant. Et c'est pour ça aussi que je disais que c'est bien que ça avance pas forcément trop vite et qu'on prenne le temps quelque part d'avoir de la propre auto-réflexion sur nos manières d'être à l'échelle individuelle et collective, pour se, ouais, pour aller dans le bon sens quand même, ce qui est pas toujours évident. Ouais, tout à fait. Mais donc quand même, quels outils incroyables, franchement, c'est Non, c'est hallucinant. Florent, est-ce que tu as une timeline, pour, l'AGI, ou la super intelligence? Je pense que je ne serais pas là si j'avais une timeline hyper précise. Je pense qu'on n'y est pas encore, enfin, on n'y est pas encore du tout en termes d'autoréflexion, en termes de capacité un peu globale de création, au-delà de l'entraînement. Je pense et je t'avoue, j'espère que ça va prendre du temps, parce que c'est quand même un changement de société fondamental et je pense que c'est bien parfois de prendre un peu le temps. Ça permet de prendre conscience d'une bonne manière de l'intégrer. Donc j'ai pas du tout de timeline, mais j'espère que ce sera pas trop rapide et qu'on le fasse par étapes progressives pour bien la maîtriser et bien en mesurer l'impact pour ne pas réaugmenter encore des inégalités, recréer d'autres problèmes quelque part que l'IA pourrait pas résoudre, quoi. Mmh. Ouais, tout à fait. Donc, un slow take-off, pour nous prendre le temps de nous habituer, une IA robuste et qui peut peut-être, permettre de résoudre des inégalités, aider plein de gens dans le monde, plus que, Alors, ouais, je suis à qu'on va fond pour ça. Je suis très ouais, technophile et je pense qu'on va pouvoir ouais. résoudre plein de choses, Mmh. mais que c'est pas sans danger et que, on l'a déjà vu à plein d'occasions que ça vaut parfois le temps de pas trop bouger trop violemment, quoi, et de le faire intelligemment. Florent, merci. Une petite question donc, alors attention, tu vas peut-être faire des jaloux parce que je sais que tu es quand même très impliqué dans le milieu, mais, est-ce que tu as quelques noms d'artistes IA à nous, conseiller ou que tu aimes bien? C'est effectivement extrêmement piégeux comme question. Enfin, tu parlais tout à l'heure de Mathieu Grambert, qui effectivement fait des choses, vraiment extrêmement, belles, intéressantes et créatives. Je peux citer, il y en a beaucoup, hein, évidemment des IA artistes, qui créent. Il y a Ludovic, il y a Neila aussi Romanes, qui est plutôt côté fashion, fait des choses extrêmement intéressantes. Il y a, Rémi qui est plus de Rémi Rostand de LHC Magazine, qui se revendique pas comme un AI artiste, mais qui quand même fait des choses, je trouve extrêmement intéressantes. Tu as, quelqu'un dont j'ai oublié le prénom, parce que je suis très mauvais en prénom, mais qui est la Head of Custom chez Scénario, qui aussi, en termes de Mmh. graphisme, en termes de création, fait des choses extrêmement intéressantes. Et je pense qu'il y a au-delà, donc ça, c'est plutôt côté AI artiste, mais tu as aussi beaucoup d'artistes ou de directeurs artistiques qui utilisent l'IA et qui en font des choses aussi incroyables sans se revendiquer AI artiste. Et je pense notamment à Stéphane Mutnazer, qui est un directeur artistique qui travaille sur du print, notamment pour les machines de Nantes, par exemple. C'est de vieux projets et qui commence à intégrer de l'IA et qui, du coup, est extrêmement intéressant dans sa démarche, puisque, du coup, c'est une intégration un peu hybride des techniques classiques et des techniques IA, qui va vraiment l'IA comme un outil et comme un nouveau jouet avec lequel on peut créer, et qui vaut aussi vachement le coup d'être suivi. Et c'est vrai, ça va être très cool ça me fait penser à l'exemple que tu donnais tout à l'heure sur les parfums là, sur les bouteilles de parfum aussi, tu vois? Heu, c'est sûr que quelqu'un, tu vois, qui est un spécialiste en tout cas donné sur un domaine, de pointe, si on le booste un petit peu à l'IA ou en tout cas qu'il commence à utiliser ces outils, Mmh. bah, je pense que, ça va arriver de plus en plus dans les mois qui viennent et je pense qu'on va avoir des résultats, géniaux. Ah oui, oui, non, mais il y a déjà dans le jeu vidéo, dans l'animation, enfin, on travaille aussi avec des studios d'animation, de voir quelqu'un qui maîtrise toutes les techniques d'animation, qui a les références et qui est un peu sous stéroïde quelque part avec des IA personnalisées, ça fait des étincelles. Mmh.
Trop cool. Florent, dernière question, ton livre ou film de science-fiction préféré? Et alors, je vais répondre à côté de ta question, parce que je vais te recommander une Vas-y, pièce de vas-y. théâtre, puisque je viens du ma grande passion, c'est le théâtre. Et Et il y a oui, tu peu m'en avais parlé, bien sûr, je tout à fait. Il y a peu de pièces de théâtre de science-fiction, mais pour les Parisiens, on a la chance d'avoir la reprise d'une pièce de science-fiction en ce moment au théâtre de la Porte Saint-Martin, qui est Contes et légendes de Joël Pomera, qui existe par ailleurs en livre, donc c'est quand même une reco de livre. Et Joël Pomera qui est un des, je pense, le meilleur metteur en scène et dramaturge contemporain à mes yeux. Et ça se joue jusque fin mars, je crois. Enfin, ça a commencé qu'il y a quelques jours, et vous avez tout le mois de février et tout le mois de mars pour aller voir cette pièce qui parle du lien entre l'humain et le robot, globalement. Excellent, j'étais pas du tout au courant. Écoute, on va foncer avec toute l'audience, de tous nos auditeurs de Comptoiria. On va remplir la salle. C'est non, sincèrement, ça a l'air super intéressant. Merci beaucoup, Florent. Florent, merci pour cet épisode. Bravo pour Pimento. On va suivre, de très près, ce que vous faites parce que c'est un je trouve que c'est de toute façon, c'est une pépite. On a beaucoup de chance d'avoir une start-up comme ça en France sur l'IA générative. Donc Merci. donc ça va être vraiment génial. J'ai hâte de voir la suite. Merci Florent pour, ta participation au podcast et à très Bah, merci bientôt. à toi aussi pour ta contribution à tout l'écosystème et à ce super média. Et à très vite, ouais. Merci Florent. Ciao. Salut.